1736, au palais Saint-James de Londres. Dans des salles opulentes peuplées des nobles les plus influents d'Europe, un mariage royal, non pas d'amour, mais d'alliance de politique, se déroule. Pourtant, le récit est loin d'être celui d'un conte de fées. Au lieu de cela, une jeune fille, accablée par les attentes impériales et tremblante de peur, subit une honte qui résonnera dans les couloirs du pouvoir pendant des siècles. Si vous appréciez les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager votre localisation ci-dessous. Dans ce texte, l'auteur décrit un événement historique marquant de 1736, un mariage royal au palais Saint-James à Londres, davantage empreint de politique que d'amour. La jeune fille impliquée dans ce mariage subit un embarras qui marquera l'histoire pendant des générations. L'auteur encourage les lecteurs à aimer, à s'abonner et à commenter leur localisation s'ils apprécient la découverte de vérités historiques. Il est étonnant que nous démêlions ces grands scandales simultanément, séparés par la distance et le temps, mais unis par notre intérêt commun pour les chutes dramatiques des puissants. Le personnage central ici est la princesse Augusta de Saxe-Gotha, une adolescente d'apparence maladroite et gauche. Elle fut transportée en Angleterre comme un objet précieux pour son mariage avec Frédéric, prince de Galles. Parlant peu anglais, elle chercha du réconfort dans une poupée d'enfance et fut élevée dans les cours reculées d'Allemagne où les dures réalités du mariage politique étaient donc cachées aux jeunes membres de la famille royale naïf. Cependant, devant les yeux les plus perspicaces de l'Empire britannique, elle était sur le point de comprendre que les mariages royaux ne sont pas des expressions d'amour. Ce sont plutôt des spectacles élaborés où un faux pas peut ternir votre nom à jamais. Les mariages royaux du XVIIIe siècle étaient davantage des transactions commerciales que des unions romantiques. Les princesses, élevées pour réaliser que leur corps, leur fertilité et leurs alliances politiques seraient échangées comme une monnaie d'échange, étaient en de simples confirmations publiques d'accords, négociés par des diplomates et des avocats, les mariés n'ayant guère leur mot à dire, à l'instar d'un cheval de course vendu aux enchères. Cette compréhension est essentielle pour comprendre l'échec de la nuit de noces d'Augusta, un événement qui sera plus tard immortalisé dans les légendes du palais et les journaux intimes des courtisans. Malgré les conventions rigoureuses des unions aristocratiques, la situation d'Augusta fut particulièrement difficile. Elle fut choisie non pas pour sa satisfaction ou sa compatibilité avec Frédéric, mais pour la combinaison idéale entre lignée protestante et avantages politiques. La famille royale britannique recherchait une jument reproductrice pour produire une descendance protestante tout en renforçant les liens avec les différents États allemands. Quels que soient les sentiments d'Augusta à ce sujet, ils étaient sans importance. Le voyage d'Allemagne en Angleterre fut une épreuve infernale, faite de préparatifs et d'appréhension. Pendant des mois, ses maîtres s'efforcèrent de lui apprendre les rudiments de l'anglais, de la former aux bonnes manières de la cour britannique et de la briefer sur les procédures complexes qu'elle devrait maîtriser en tant que princesse de Galles. Cependant, aucune préparation n'aurait pu préparer une jeune fille de 16 ans, protégée, à la réalité qui l'attendait. À son arrivée en Grande-Bretagne, Augusta fut soumise à une surveillance intense. Chaque action, émotion et fonction corporelle devenant le sujet de prédilection de courtisans hostiles, cherchant des signes de faiblesse ou d'influence étrangère. Le choc culturel fut rapide et brutal car la cour britannique était un champ de bataille de factions rivales, de rancunes personnelles et de machinations politiques qui éclipsaient même l'enjouement des cours allemandes. Tous ceux qu'elle rencontrait évaluaient son utilité ou son niveau de menace, quantifiant sa valeur en fonction de sa descendance potentielle et des alliances qu'elle pouvait négocier. Pour eux, elle n'était pas une personne, mais un instrument politique dont la seule valeur résidait dans le service des intérêts britanniques. Frédéric, prince de Galles, n'était pas non plus le prétendant idéal. À 29 ans, il se forgeait déjà une réputation d'égocentrisme et d'inaptitude politique qui allait marquer toute sa vie. Le roi George II et la reine Caroline entretenaient des relations tendues avec leur fils Frédéric, qu'ils percevaient comme une déception et une menace potentielle pour leur autorité. Pour Frédéric, l'amour consistait à obtenir le poste de maîtresse de la garde-robe d'Augusta auprès de Lady Archibald Hamilton, sa maîtresse, obligeant ainsi sa jeune épouse à servir la femme de compagnie de son mari. L'organisation du mariage était une mise en scène orchestrée visant à mettre en valeur la puissance et l'opulence britannique auprès du public international. Aucun centime n'a été épargné pour organiser une cérémonie à la hauteur de l'importance de cette alliance politique. La chapelle royale était ornée des soieries et des fleurs les plus luxueuses, des musiciens de divers continents étaient invités et des invitations méticuleusement préparées pour des nobles influents issus de diverses monarchies. Il s'agissait en réalité moins d'un mariage que d'un sommet diplomatique camouflé sous les apparences d'un festin romantique. Au milieu du faste et des manœuvres stratégiques, le royaume d'Augusta commença à se défaire.
Le poids d'une surveillance incessante, la crainte de bévues aux répercussions mondiales potentielles et la constatation brutale d'être isolé au sein d'une cour étrangère hostile rongénaient son psychisme déjà fragile. Le personnel du palais témoignait de ses maigres repas, de ses nuits agitées et des heures passées à bercer sa poupée d'enfance, à contempler par les fenêtres la campagne anglaise qui allait devenir son isolement à vie. Le jour du mariage apporta de nouveaux tourments. Augusta dut subir des soins intensifs de la part d'équipes de domestiques qui la traitaient comme une poupée à habiller et à exposer pour un effet visuel optimal. Chaque aspect de son apparence fut examiné et ajusté. Sa coiffure était à la mode, son maquillage masquait les signes de stress et d'épuisement, et sa robe était taillée pour accentuer ses capacités reproductives. Au lieu d'être préparée pour un rituel romantique, on la préparait à être présentée au public. Durant la cérémonie, la peur d'Augusta devint plus évidente aux yeux de la foule entassée dans la chapelle. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle marchait dans l'allée, sa voix tremblait lorsqu'elle récitait ses vœux dans un anglais marqué par un fort accent, et son visage avait pris une teinte pâle et cireuse, celle d'une personne aux prises avec une terreur profonde. Les courtisans la dépeignirent plus comme une prisonnière condamnée à mort que comme une mariée impatiente. Si Frédéric semblait largement inconscient de la détresse de sa future épouse, il était plutôt préoccupé par les implications politiques de la cérémonie, les invités cruciaux à saluer et l'impact sur ses parents et ses conseillers. Le poids émotionnel de ce spectacle politique, la désintégration mentale d'une adolescente sacrifiée pour des raisons diplomatiques, ne lui traversa apparemment jamais l'esprit. L'événement se déroula comme prévu, toutes les phrases obligatoires étant prononcées et les traditions respectées. Cependant, ceux qui étaient mis près de l'autel remarquèrent la rapide détérioration de l'état d'Augusta. Sa respiration était courte et rapide. La sueur luisait sur son front malgré la fraîcheur de la chapelle, et elle vacillait légèrement, laissant présager un évanouissement imminent. Le poids des centaines de personnes qui la regardaient, conjugué à la conviction que son avenir dépendait de sa parfaite exécution de ce rôle, la conduisait à une dépression psychologique dévastatrice. Ce qui suivit allait devenir un épisode notoire de la tradition des mariages royaux, un moment de vulnérabilité humaine brute qui brisa le décorum impérial et révéla la dure vérité sous-jacente à la grandeur. Cet événement survint lors de ce qui aurait dû être le moment le plus triomphal de la cérémonie. Alors qu'elle tentait de faire la révérence au roi George II et à la reine Caroline, la façade de sang-froid d'Augusta s'effondra sous l'effet de la terreur, de la fatigue et du dégoût. Accablée et tremblante, elle tomba subitement malade, s'effondrant sur sa robe, abîmant la soie et la dentelle complexe, confectionnés avec soin depuis des mois. Le calvaire s'aggrava tandis qu'Augusta continuait de vomir, perdant le contrôle de son corps, submergée par le stress et la peur. Malheureusement, sa maladie souilla même la robe majestueuse de la reine Caroline, laissant une tache consternante sous les yeux des spectateurs stupéfaits. À cet instant, la chapelle se tut, les courtisans contemplant avec incrédulité cette atteinte sans précédent aux convenances royales. Imaginez l'impact émotionnel profond qu'un tel incident aurait pu avoir. Une jeune fille de 16 ans, déjà pétrifiée et recluse, se retrouva humiliée et exposée devant la famille royale européenne, en particulier les personnalités les plus influentes du pays. L'embarras était si profond, qu'Augusta aurait souhaité être entièrement engloutie par le sol de la chapelle. Des documents du palais la montrent en pleurs hystériques tandis que ses assistants s'empressaient de nettoyer le désordre, ses cheveux jusque-là bien coiffés, se détachant et son maquillage maculant son visage en mèche. La réponse de la reine Caroline fut prompte et impitoyable. Au lieu de réconforter l'adolescente indéniablement traumatisée, elle aurait ricané, les dents serrées, en affirmant que c'était précisément le genre de fragilité étrangère qu'elle attendait d'une épouse allemande. Les conséquences politiques furent immédiatement évidentes pour tous ceux présents. Cet incident fut interprété comme la preuve qu'Augusta n'était pas faite pour les responsabilités royales, que sa lignée étrangère l'avait rendue trop fragile pour les défis de la vie à la cour britannique. La réaction de Frédéric se révéla révélatrice. Plutôt que de consoler sa jeune épouse ou de la protéger des critiques de sa mère, il semblait surtout préoccupé par l'impact potentiel sur sa propre réputation auprès de ses parents. Le prince, qui aurait dû protéger sa future épouse de la surveillance intransigeante de la cour, l'abandonna à leur jugement seul, tandis qu'il s'efforçait de sauver sa propre image. Les personnes au courant de cette calamité étaient tenues au secret, mais les rumeurs du palais étant ce qu'elles étaient. La nouvelle du fiasco du mariage d'Augusta se répandit à la cour en quelques heures seulement. À la tombée de la nuit, toutes les familles nobles londoniennes savaient que la princesse de Galles, fraîchement couronnée, avait vomi sur la reine lors de sa propre cérémonie de mariage. Cette histoire allait être embellie et répétée pendant des générations, devenant un élément durable des légendes des catastrophes matrimoniales royales.
Cependant, la véritable tristesse ne résidait pas dans cette brève humiliation, ce furent ses conséquences à long terme. Cet incident révéla les attentes démesurées placées sur les épouses royales. Augusta dut exceller dans un environnement étrange, parlant une langue qu'elle comprenait à peine, perçue par les autres, soit comme un atout politique, soit comme un danger potentiel. Sa peur se manifesta le plus clairement physiquement. La nuit de noces qui suivit fut le prolongement de son cauchemar. Traumatisée par l'humiliation publique subie durant la journée, Augusta fut contrainte d'affronter les réalités intimes du mariage royal. La cérémonie du coucher, cette invasion royale traditionnelle où les jeunes mariés étaient conduits publiquement à leur lit conjugal par une cour turbulente, ajouta une épreuve supplémentaire à la princesse déjà brisée. Les récits contemporains la décrivent comme étant dans un état quasi catatonique durant ces événements. Dans un état second, Frédéric semblait plus préoccupé par le spectacle politique que par le réconfort apporté à son épouse Augusta, en détresse. Le couple se maria selon une cérémonie conventionnelle et intrusive, supervisée par des fonctionnaires de la cour qui remarquèrent qu'Augusta était dans un état de déconnexion psychologique totale pendant l'événement. Les conséquences de l'échec du mariage d'Augusta eurent de profondes répercussions, allant au-delà de la simple honte personnelle. Cet incident devint un élément moteur de la lutte de pouvoir entre Frédéric et ses parents. La reine Caroline s'en servit pour démontrer le manque de jugement de son fils en épousant une épouse indigne. Le roi s'en servit pour justifier son intervention persistante dans les affaires domestiques de Frédéric, affirmant qu'on ne pouvait confier à une personne incapable de diriger une cérémonie de mariage des responsabilités politiques importantes. Les répercussions pour Augusta furent catastrophiques et durables. Marquée comme abîmée aux yeux de la cour en raison de son indiscrétion présumée le jour de son mariage, elle fut à jamais étiquetée comme la princesse disgraciée. Chaque erreur ultérieure, signe de coutumes étrangères ou d'inexpérience britannique, fut scrutée à la lumière de son faux pas initial. Elle devint l'emblème vivant de la fragilité royale et des périls des mariages politiques malheureux. Les cicatrices psychologiques de cette journée persistèrent des années, poussant les médecins à la consulter fréquemment, diagnostiquant par euphémisme des troubles nerveux et des troubles féminins, manifestement des manifestations d'anxiété et de dépression extrême. Sa santé physique se dégrada au rythme des événements importants de la cour, comme si son corps avait appris à résister à des circonstances rappelant la honte de son mariage. Le mariage d'Augusta avec Frédéric ne retrouva jamais son équilibre après ses débuts tumultueux. Le prince, déjà immature et égocentrique, percevait la détresse mentale persistante d'Augusta comme un désagrément plutôt que comme une conséquence du traumatisme subi. Il persista dans ses relations extraconjugales, assigna ses maîtresses aux tâches domestiques d'Augusta et la considéra généralement comme un fardeau politique obligatoire mais indésirable. Les retombées du mariage désastreux d'Augusta se répercutèrent dans toutes les cours royales européennes, l'histoire servant d'avertissement sur les dangers des mariages politiques et la nécessité d'une préparation minutieuse pour les épouses royales. Les archives historiques indiquent que d'autres familles régnantes commencèrent à adopter de nouvelles pratiques pour préparer les jeunes princesses aux complexités d'un mariage à l'étranger. Pourtant, ces tentatives se révélèrent parfois insuffisantes ou arrivèrent trop tard pour celles qui avaient déjà servi de pions dans des manœuvres politiques. Le côté tragique de l'histoire d'Augusta réside dans son évitable. Avec une préparation adéquate, une introduction en douceur aux coutumes de la cour britannique et la simple compassion manifestée par sa nouvelle famille à son égard, la catastrophe aurait pu être évitée. Cependant, le mépris du système royal pour les besoins individuels produisit un mélange parfait de détresse qui provoqua la mort d'une jeune fille. Tout cela au nom du théâtre politique. L'échec du mariage révéla également la duplicité inhérente au rituel du mariage royal. Ces grandes cérémonies étaient censées célébrer l'amour, la famille et la préservation des lignées nobles, mais en réalité, elles masquaient une hypocrisie profonde. L'épreuve d'Augusta révéla leur véritable nature, des manœuvres politiques impitoyables qui considéraient les individus comme des atouts jetables dans la politique mondiale. Les répercussions de son humiliation se répercutèrent au-delà du palais Saint-James, déclenchant une crise diplomatique susceptible de perturber l'équilibre fragile de l'accord entre la Grande-Bretagne et les États allemands. Les ambassadeurs, témoins, envoyèrent immédiatement des communications urgentes à leurs monarques respectifs, décrivant avec force comment la nouvelle princesse de Galles avait terni sa réputation auprès de l'élite européenne. Ces rapports servirent non seulement de commérage, mais aussi de renseignements stratégiques qui façonnèrent les relations internationales pendant des années. La cour saxonne, parente d'Augusta, réagit avec un mélange de choc et de calcul politique à l'annonce de la nouvelle.
Les membres de la famille comprirent rapidement que l'attention psychologique de leur fille en public avait non seulement nui à ses propres perspectives d'avenir, mais aussi terni la position de toute la famille sur la scène politique européenne. Les mariages au sein des maisons royales constituaient des investissements en influence et en richesse future, et le fiasco du mariage d'Augusta venait de diminuer leur valeur politique sur tout le continent. Le roi George II et la reine Caroline se trouvèrent dans une situation difficile sans solution facile. Ils ne pouvaient annuler le mariage sans provoquer un incident international qui les aurait présentés comme des alliés faibles et peu fiables. Cependant, ils ne pouvaient ignorer que leur nouvelle belle-fille avait montré à leurs yeux des signes d'inaptitude aux fonctions royales. La décision qu'ils prirent fut typiquement sévère. Ils garderaient Augusta comme épouse de Frédéric, mais la traiteraient comme un rappel perpétuel de son manque de jugement et de son indignité pour un éventuel règne. La guerre psychologique qui s'ensuivit fut implacable et sophistiquée. La reine Caroline, experte en manigance carolinto-courtoise, lança une stratégie d'humiliation subtile visant à maintenir Augusta perpétuellement instable et en proie à l'insécurité. La jeune princesse fut exclue des événements cruciaux de la cour, logée dans des logements inférieurs à ceux des autres membres de la famille royale et régulièrement critiquée pour son apparence, son accent et sa méconnaissance des coutumes britanniques. Au lieu de protéger sa femme de ce traitement, Frédéric semblait considérer ses difficultés persistantes comme une source d'embarras qui ternissait sa propre réputation. Il multiplia les rencontres avec ses maîtresses, affichant ouvertement ses liaisons, semblant souligner que leur mariage était purement politique et qu'il n'avait aucune intention de témoigner à Augusta la moindre bonté humaine. Le prince, qui aurait dû être son tuteur, devint pour elle une nouvelle source d'humiliation quotidienne. Serviteurs et dignitaires, experts en décryptage des courants politiques, modifièrent leur comportement à son égard. Augusta se heurta à un personnel dissimulant son dédain, à des nobles chuchotant avec dérision et à un vide profond dans les relations humaines authentiques. Le palais, censé être son sanctuaire, se transforma en prison où chaque rencontre était teintée du souvenir de son échec du jour de son mariage. Pourtant, la facette la plus subtile et la plus dévastatrice de la souffrance d'Augusta résidait dans la trahison de son corps. Le traumatisme de la première humiliation se manifesta par des symptômes physiques récurrents qui rendaient chaque sortie publique périlleuse. Elle devint connue pour sa prétendue constitution fragile, rongée par des maux de tête réguliers, des troubles digestifs et des évanouissements, coïncidant avec des événements critiques à la cour. Les connaissances modernes sur le traumatisme et l'anxiété révèlent ce qu'Augusta a vécu. Son système nerveux subit des dommages permanents en raison du stress excessif subi le jour de son mariage, ce qui entraîna un cercle vicieux où la crainte d'un embarras futur augmentait la probabilité de tels incidents. En entrant dans un groupe de courtisans, son corps se prépara instinctivement au combat ou à la fuite, libérant une avalanche d'hormones de stress qui rendit les interactions sociales habituelles pratiquement impossibles à gérer. L'ironie amère fut que les problèmes de santé persistants d'Augusta furent exploités comme preuve de son inaptitude aux fonctions royales. Au lieu de reconnaître ces symptômes comme la conséquence du traumatisme qu'ils avaient causé, la famille royale utilisa sa maladie comme une confirmation de l'infériorité de la lignée allemande par rapport à la lignée britannique. La reine Caroline fit des remarques malveillantes sur la fragilité des princesses continentales face aux rigueurs de la vie de cour, oubliant commodément que c'était la cruauté de la cour britannique qui avait initialement mis à mal la santé d'Augusta. Les efforts d'Augusta pour s'adapter et améliorer sa situation furent accueillis avec dérision et sabotage. Alors qu'elle s'efforçait d'améliorer son anglais, les courtisans se moquaient de son accent et parlaient trop vite pour qu'elle puisse les comprendre. Lorsqu'elle cherchait à comprendre les coutumes britanniques, des informations contradictoires lui étaient fournies, ce qui la motivait à commettre des erreurs embarrassantes. Lorsqu'elle cherchait à revêtir des vêtements britanniques à la mode, elle était décriée pour avoir renoncé à ses origines allemandes. C'était une situation inextricable destinée à la maintenir perpétuellement marginalisée et dans l'insécurité. Les machinations politiques derrière cette cruauté étaient de complexes et de grande envergure. Le roi George II comprit que maintenir Augusta fragile et détachée l'empêcherait d'établir des bases de pouvoir autonomes susceptibles de menacer l'autorité royale. Une belle fille sûre d'elle et compétente aurait pu nouer des alliances avec des nobles ennemis ou des émissaires étrangers, compliquant ainsi la politique royale. Une jeune femme visiblement bouleversée et émotionnellement vulnérable ne représentait aucun danger. L'implication de Frédéric dans les tourments incessants de sa femme révélait l'étendue de ses faiblesses. Le prince semblait tirer plaisir des souffrances d'Augusta.
traitant ces difficultés avec indifférence, les considérant comme des désagréments mineurs qui entravaient sa quête de satisfaction personnelle. Il invitait ses maîtresses à des réceptions familiales où Augusta était obligée de les voir recevoir l'attention et le respect qui auraient dû être les siens en tant qu'épouse. Le plus triste dans la situation d'Augusta résidait dans son absence totale de réconfort et de soutien. Ses domestiques allemands avaient été rapidement renvoyés après le mariage, remplacés par des domestiques britanniques qui rapportaient donc ses moindres faits et gestes à la reine Caroline. Ses lettres à sa famille étaient surveillées et censurées, l'empêchant de chercher de l'aide ou même du réconfort émotionnel chez elle. Dans un pays étranger, Augusta se retrouva entourée d'individus qui semblaient déterminés à la mettre en difficulté et à la dévaloriser. Ses rares tentatives de défi furent rapidement et durement réprimées. Lorsqu'elle refusa d'assister à des cérémonies dégradantes à la cour, on l'avertit que tout manquement à l'étiquette royale serait considéré comme une trahison. Ceux qui tentèrent de nouer des liens avec des courtisans compatissants se virent bientôt réaffectés ou confrontés à une position précaire à la cour. Le message était sans équivoque. Augusta faisait désormais partie de la famille royale et toute résistance serait rejetée. Les répercussions mondiales de son traitement firent des vagues dans les réseaux diplomatiques européens. D'autres monarchies commencèrent à se demander si les alliances matrimoniales britanniques valèrent la peine que leurs filles subissent de tels mauvais traitements systémiques. Les archives diplomatiques du XVIIe siècle révèlent un malaise croissant parmi les nobles allemands face aux traitements réservés à leurs proches à la cour britannique, ce qui eut un impact tangible sur la politique étrangère britannique. De nombreuses alliances matrimoniales potentielles furent rompues, les membres de familles royales étrangères jugeant les risques potentiels trop importants par rapport aux avantages. Les interactions commerciales devinrent plus difficiles en raison des doutes sur la fiabilité et la crédibilité de la Grande-Bretagne auprès de ses partenaires continentaux. La détérioration de la santé mentale d'une jeune fille, alimentée par les mauvais traitements à la cour, posa des défis aux relations internationales britanniques sur plusieurs fronts. L'épreuve d'Augusta servit d'avertissement. Se propageant par les canaux officieux des femmes royales européennes, futures épouses de mariage politique, et chuchotant sur le sort réservé à la jeune fille qui afficha sa vulnérabilité le jour de ses noces. Les récits du XVIIIe siècle ont joué un rôle puissant dans la gouvernance sociétale, instillant chez les jeunes femmes la crainte que toute démonstration de faiblesse ou de défiance ne leur inflige des représailles à vie. Les soins médicaux prodigués à Augusta pour ses problèmes de santé persistants ont révélé les rudiments de la compréhension du bien-être mental qui prévalait à l'époque. Les médecins du palais lui administraient des saignées, des purgatifs et divers composés nocifs, prétendument dans le but d'équilibrer son humeur et de rajeunir sa féminité. Ces traitements, fondés sur des notions erronées de psychologie et de physiologie humaine, exacerbaient fréquemment ces symptômes tout en offrant des justifications faciles à ces luttes persistantes. L'aspect spirituel du tourment d'Augusta ajoutait une complexité supplémentaire à sa situation. En tant que princesse protestante mariée à une famille royale protestante, on attendait d'elle qu'elle puise réconfort et courage dans l'intervention divine. Dans le contexte religieux de l'époque, le réconfort était rare pour celui dont la souffrance était manifestement auto-infligée plutôt que prédestinée par une puissance supérieure. Les chapelains de la cour, chargés d'offrir une aide spirituelle, prononçaient là plutôt des sermons sur l'obéissance de l'épouse et l'acceptation de la volonté divine, justifiant par inadvertance ses bourreaux et sanctifiant sa souffrance. Au fil des ans, la relation d'Augusta avec Frédéric se détériora encore, amusant les courtisans qui se délectaient du spectacle permanent du prince et de son épouse profondément marquée. Frédéric provoquait intentionnellement l'anxiété de sa femme lors de ses apparitions publiques, utilisant sa détresse visible comme preuve de sa fragilité étrangère. Ces démonstrations avaient plusieurs objectifs: divertir, consolider la position de soumission d'Augusta et mettre en évidence l'emprise de Frédéric sur sa femme. Maintenir Augusta dans son état de marginalité impliquait des charges financières considérables, mais la famille royale jugeait cela justifiable. Ses besoins comprenaient des soins médicaux réguliers, des aménagements spécifiques pour apaiser ses phobies et ses angoisses, et une surveillance vigilante pour prévenir les incidents diplomatiques. Néanmoins, ces dépenses étaient perçues comme des investissements précieux pour préserver le pouvoir royal et éviter les ennuis politiques d'une princesse sûre d'elle et compétente. La manière dont Augusta fut traitée créa un précédent durable en matière de gestion et de restriction des futures épouses royales. Les stratégies employées pour la briser
Isolement, humiliation, manipulation médicale et érosion progressive de la confiance devinrent des méthodes courantes pour contrôler les membres de la famille royale difficile. La cour britannique maîtrisa une technique permettant de priver chacun de son autonomie tout en préservant l'apparence d'un traitement courtois. Les modestes triomphes d'Augusta furent durement gagnés et discrètement dissimulés au regard du public. Elle maîtrisa l'art d'anticiper et de contourner les circonstances qui provoquaient peu son anxiété, élabora des tactiques pour préserver une once de dignité lors des fonctions publiques obligatoires et découvrit des méthodes pour préserver ce qui restait de son authenticité face à une pression incessante de conformité. Ces stratégies salvatrices exigeaient une force psychologique et une ténacité immense, mais elles restèrent méconnues de son entourage. La progéniture qu'Augusta mit au monde, Frédéric, fut à la fois sa source d'importance la plus importante et un instrument supplémentaire utilisé contre elle par ses oppresseurs. La maternité lui offrit un but qui lui manquait, mais elle généra aussi de nouvelles faiblesses susceptibles d'être manipulées. Les menaces de la priver de ses enfants ou d'en restreindre l'accès devinrent des armes puissantes pour la contraindre à respecter les mandats royaux. La métamorphose d'Augusta, en une femme visiblement bouleversée et fragile émotionnellement, illustre parfaitement le tourment psychologique institutionnel. Chaque aspect de son traitement était méticuleusement conçu pour intensifier sa souffrance, tout en préservant la possibilité de nier toute cruauté. La famille royale pouvait affirmer sans cesse qu'elle ne faisait qu'appliquer des normes et des règles appropriées, tout en minant inexorablement la capacité d'une personne à éprouver de la joie ou de l'indépendance. Les répercussions de l'effondrement d'Augusta le jour de son mariage se répercutèrent bien au-delà de son tourment personnel, façonnant les normes matrimoniales royales, les relations diplomatiques et les techniques de gestion des membres potentiellement insubordonnés de la famille au sein de la maison royale. Son récit servit de modèle à la manière dont le pouvoir institutionnel pouvait être utilisé pour réprimer la défiance individuelle tout en maintenant une façade de bienséance. À l'approche de ses 20 ans, Augusta comprit combien ce qui lui avait été volé était profond. Elle n'avait pas seulement perdu son mariage, mais aussi sa capacité à ressentir la joie, la spontanéité et l'authenticité des relations humaines. La jeune fille pleine de vie qui débarquait d'un bateau en Grande-Bretagne avec sa poupée d'enfance accomplissait désormais les formalités royales avec une précision mécanique. Sa véritable identité, si profondément enfouie qu'elle en oubliait parfois elle-même son ancienne identité.